Bienvenue au Festival des Libertés. Bienvenue pour ces 10 jours de croisière, de rencontres, de débats, documentaires, expos, théâtre, musique. Un lieu où on essaye chaque année, chaque automne, de proposer une réflexion autour de l'état des droits et des libertés dans le monde. Et où on essaye aussi de faire un petit peu la fête ensemble. On essaye de mélanger tout ça. Et ça donne l'expérience Festival des Libertés que certains d'entre vous ont déjà pu faire. Chaque année, on travaille sur une thématique. Et cette année, on a choisi celle du pouvoir. Les pouvoirs, l'abus de pouvoir, les contre-pouvoirs, les lieux de pouvoir, les instances du pouvoir comme celle de l'État des droits, et aussi les pouvoirs un petit peu plus diffus peut-être, un petit peu plus opaques en tout cas. Ce soir, vous l'avez vu, il y a 2 débats qui se suivent pas mal, puisque on traite d'un débat sur les lobbies et on traite d'un débat sur les multinationales, autour de cette question donc du pouvoir. On a eu envie de s'associer aussi pour cette soirée au journal Médor, qu'on remercie beaucoup. Et d'ailleurs, on accueille un de ces journalistes dans le panel. Alors, je vais juste brièvement vous dire qui est là ce soir, mais après, je vais leur demander en 2 minutes de se présenter à travers leur rapport au lobby. Est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils y ont une vision critique? Est-ce qu'ils sont là en tant qu'observateurs? Qu'est-ce que ça implique dans leur pratique quotidienne? Alors, Olivier Bailly, qui est journaliste indépendant et qui a produit le micro est un peu loin. On a une grande table aujourd'hui. Qui a produit une grande enquête là, qui est sortie au mois de septembre, si je ne me trompe pas, sur le lobby de la chasse. En quelques mots, comment tu es arrivé à ce sujet? Quel rapport tu as à ce sujet? Alors, je suis arrivé à ce sujet de la manière la plus classique qui soit, c'est-à-dire qu'on a reçu un courrier, comme on en reçoit de temps en temps à Médor, qui cette fois-ci était extrêmement détaillé et qui nous alertait sur la situation de la forêt wallonne et qui offrait un regard plus spécifique par rapport au rôle des chasseurs et du lobby de la chasse par rapport à l'évolution de cette forêt, le risque de perte de biodiversité et son côté multifonctionnel qui était mis en péril par ces acteurs. Et comme tu me poses la question du rapport lobby, peut-être qu'on revient, enfin je vais revenir sur la question de la chasse tout au long de la soirée. Et par rapport au lobby, peut-être 2 choses à préciser, c'est que j'ai par ailleurs travaillé aussi sur des questions d'enjeux pharmaceutiques. Donc peut-être que là, j'ai pu un peu frôler aussi ces lobbies qui peuvent paraître plus évidents. Et toujours dans le cadre de Médor, on a fait une grande enquête sur la consommation d'alcool en Belgique. Et on sort au mois de décembre un 8 pages sur le lobby de l'alcool également. Et donc là, j'ai demandé peut-être 2-3 renseignements aux co-auteurs du papier. Et donc, je pourrais peut-être aussi de temps en temps donner un petit éclairage par rapport à ce type de lobby. Okay, merci. Michel Roland, vous êtes médecin de famille, professeur honoraire de médecine générale et de médecine sociale à l'ULB et ex-président de Médecins du Monde. Dans votre pratique finalement, en quoi vous êtes touché par cette question des lobbies? Comme vous venez de le dire, c'est vrai que j'ai eu une vie professionnelle assez variée, touchant à différents domaines, du soin, de la médecine, de l'enseignement. Et c'est vrai qu'en diverses occasions, dans ces divers endroits, j'ai vraiment eu l'occasion de palper de tout près l'influence de l'industrie pharmaceutique, à la fois sur la qualité de la prescription et la quantité de la prescription. Quand on dit médicaments, je pense qu'il faut associer les technologies, les prothèses, enfin, tout ce qui est matériel dans l'art de la médecine. D'ailleurs, le secteur du médicament et des technologies, c'est un des 6 blocs de construction que décrit l'OMS pour arriver à un système de santé de qualité. Donc c'est un des premiers qu'on met en avant, c'est assurer des médicaments et des technologies disponibles et accessibles à la grande majorité de la population. Alors, par exemple, à un moment donné, j'étais... N'en dites pas trop quand même, parce que je Ah, vous vous m'avez dit reviendrai 5 vers minutes, vous. mais tout à fait, Oui, il n'y a tout pas à de fait. Mais problème. On reviendra. On excusez-moi, reviendra. Oui, oui. présentez-vous, Oui, mais oui. juste après on reviendra sur D'accord, ça va. comme vous, voilà. Voilà, donc effectivement, en diverses occasions, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la puissance de ce lobby. Voilà. Merci. Voilà.
Alors Vincent de Corbiter, vous êtes philosophe et politologue et vous avez publié au mois de janvier, si je ne me trompe pas, au début de cette année, une analyse sur le lobby et l'intérêt général. Oui, le sujet m'intéresse à partir de mes deux, je dirais, vies professionnelles. J'ai dirigé le CRIS pendant 15 ans et j'en suis toujours le président. Et c'est un organisme qui s'est créé notamment sur une thématique qui était l'étude des groupes de pression, la participation de ce qu'on appelait au CRISP les groupes acteurs à la décision politique. Et donc la question pour moi était d'abord de savoir est-ce que les lobbies sont des groupes de pression parmi d'autres. Et puis je suis professeur de philosophie sociale et politique à l'ULB. Je donne un cours sur la démocratie, dans lequel je consacre pas mal de temps à Rousseau et à sa théorie de la volonté générale. Et assez curieusement, il m'arrive de plaider quant au fait que les lobbies pourraient très bien contribuer d'une manière étrangement rousseauiste à la construction de la volonté générale, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Okay, donc on verra peut-être à quelles conditions ils pourraient participer. Sylvie Losberg, pardon, il y a un cas qui est sorti qui n'existe pas. Directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Qu'est-ce que vous faites du lobby, du plaidoyer comment est-ce que vous définissez ce travail alors? Oui, donc je dirige une équipe de 4 personnes et notre travail, c'est d'étudier les thématiques qui émergent ou qui sont déjà à l'étude dans la société pour mettre en place finalement des actions en faveur des 3 piliers du mouvement laïque qui sont l'égalité, la liberté et la solidarité. Et donc dans cette équipe, chacune des membres de cette équipe, puisque il n'y a que des femmes, c'est pas un choix, ça s'est fait, c'est un choix sur des compétences, je vais dire ça comme ça, a des thématiques spécifiques et par ailleurs, je suis aussi la présidente du Conseil des femmes, qui est aussi un organisme qui fait du plaidoyer pour l'égalité. Et donc, on croise un petit peu ces thématiques. Et je vais dire rapidement les grandes thématiques sur lesquelles on travaille. C'est la question de l'enfermement, aussi bien des jeunes que dans les prisons. C'est la question de l'enseignement, l'égalité devant l'enseignement. Toutes les questions liées à l'usage des drogues et aux libertés individuelles dans les comportements qu'on peut avoir et qui seraient un peu transgressifs. Et je l'ai dit, la question de l'égalité de tous. Et là, je pense qu'il y a évidemment toute la question des droits des femmes, mais évidemment les minorités, quelles qu'elles soient. Merci. Donc voilà pour ce petit tour de présentation qui situe un petit peu d'où vous parlez à propos des lobbies. Je reviens vers vous, Michel Rolland. Vous aviez commencé à nous dire qu'il y avait des très claires influences sur la prescription, notamment des médicaments, de la part des lobbies. Comment ça se manifeste, comment ça se construit Ça se construit vraiment de manière extrêmement différente, extrêmement diverse, mais de façon tout à fait complémentaire, cohérente et convergente. Donc, par une série d'actions extrêmement bien construites par rapport à la population, je dirais en général, mais aussi par rapport aux patients, donc cette partie de la population qui peut-être un jour va prendre des médicaments, par rapport aux décideurs politiques et aux décideurs de l'assurance sociale, et aussi par rapport aux médecins et singulièrement ce que l'industrie appelle les leaders d'opinion. Donc il y a toute une série comme ça de politiques d'influence qui se marquent pour finalement arriver à essayer de prescrire plus cher, plus longtemps, le plus possible. Et donc pour chacun de ces volets, je pourrais donner effectivement quelques exemples que j'ai été amené à vivre tout à fait personnellement dans ma pratique. Le premier exemple, ça ne concernait pas les médicaments, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé très fort, qui m'a vraiment confronté à cette réalité que je n'imaginais pas. Et donc je travaillais dans un hôpital, j'étais responsable d'un service de soins intensifs et il était question de renouveler tout le staff des ordinateurs, des monitorings. Enfin bon, c'était à peu près un marché de 50 millions de francs belges. Donc c'était il y a bien longtemps. Et bon, ayant choisi la firme qui allait fournir le matériel, j'ai reçu un coup de téléphone en me disant « Et où est-ce que nous versons les 10% »
Alors moi, je suis tombé un peu raide, je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait, puis la personne n'avait pas envie d'être trop explicite. Finalement, elle a quand même dû expliquer ce que voulait dire ces 10%. Et donc voilà, donc j'étais confronté, alors que c'était une firme, je ne vais pas la citer, mais enfin une grosse firme bien connue en matériel de haute technologie, donc qui imaginait qu'il y avait à avoir une ristourne tout à fait personnelle. C'est des pratiques qui existent plus de la même façon, mais qui existent encore de façon plutôt détournée, plutôt secrète. Un deuxième exemple, c'est que j'étais amené à travailler avec l'INAMI au niveau de la prescription et de la qualité de la prescription, et qu'on se demandait pourquoi, par exemple, certaines classes d'antibiotiques, par ailleurs d'excellents produits, mais réservées à des indications très très précises et très très ponctuelles, étaient, notamment aux États-Unis, mais aussi dans certaines parties de l'Europe, la classe d'antibiotiques la plus prescrite. Donc contre toutes les recommandations de bonne pratique, avec le risque, un, d'effets secondaires, et de deux, de développer des résistances qui risquent effectivement de pouvoir être efficaces sur les infections qui le nécessitent. Donc effectivement, se posant la question, on a un peu fait une enquête, comme mon collègue ici à droite peut les faire dans d'autres domaines, et effectivement on a mis à jour toute une série de pratiques finalement assez perverses parce que insidieuses et extrêmement répandues. Voilà, je ne sais pas si je continue ou bien... Oui, d'accord. Bon, ben alors, j'avais envie, pour commencer finalement cette partie-là, de vous raconter une petite histoire. L'histoire, c'est qu'en 2012, deux professeurs de pédiatrie et de médecine interne de Paris, Hôpital Necker, enfin pas n'importe quoi, pensionnés, ont publié un livre intitulé « Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux ». C'était les docteurs Bernard Debré et Philippe Even. C'était une énorme revue de littérature selon des critères très très rigoureux de lecture critique. Et leur conclusion, c'était 35% des médicaments sont inefficaces, 25% sont mal tolérés, 5% sont potentiellement dangereux, mais 75% sont remboursés par la sécurité sociale. Il décrivait plus de 100 000 accidents par an nécessitant une hospitalisation. En France, plus de 30 000 morts. Et il demandait la suspension immédiate de la vente de 56 médicaments en donnant un argumentaire extrêmement bien construit. Résultat, ils ont été condamnés par l'Ordre des médecins à 1 an d'interdiction pratiquée pour contestation des derniers acquis de la science. Ils ont été en appel et finalement la condamnation a été réduite à un simple blâme avec la raison qu'ils avaient traité certains médecins de gourous ou de marchands d'illusions et s'étaient donc porté atteinte à l'honneur et à la confraternité du corps médical. Alors, quand on entend cet exemple-là, qui pourtant était construit sur des bases scientifiques extrêmement rigoureuses, comment expliquer justement que toutes ces prescriptions inutiles et même dangereuses, alors je ne nie pas du tout les apports de l'industrie pharmaceutique ou l'apport du médicament dans l'énorme bond en avant qu'a pu faire la médecine pendant le XXe siècle, mais je pense que justement il faut rester critique et remettre les choses à leur place et utiliser au mieux, de façon optimale, ces énormes ressources qu'elles nous offrent. Eh bien, je pense que la raison, enfin je suis même persuadé que la raison, c'est que finalement l'industrie est une industrie commerciale comme une autre, des structures privées, et le but, c'est de vendre non pas des services ou de la qualité, mais de vendre des marchandises avec un return sur investissement. Alors, il faut savoir que le return sur investissement en industrie, c'est 8% sur les 10 dernières années, plus du double du return moyen. Et que, par exemple, Belfius conseille à ses clients d'investir préférentiellement dans l'industrie pharmaceutique, les assurant d'un retour vraiment très, très important. En plus, au-delà de ces bénéfices déclarés, par diverses arguties juridiques, on estime que chaque année, environ 4-5 milliards de dollars échappent aux États via des paradis fiscaux. Et c'est Oxfam qui a fait cette enquête l'année passée. Et Oxfam estime qu'au-delà des îles Vierges, etc., la Belgique est un des paradis fiscaux qui permet justement à l'industrie d'échapper à vraiment une imposition entre guillemets juste. Donc je disais, action à divers niveaux, essentiellement 3 niveaux. Donc 1, la population en général, les patients. 2,
les médecins prescripteurs, surtout les leaders d'opinion. 3, les décideurs politiques et ceux de l'assurance sociale. Et là, je ferai un lien peut-être un peu politique, un peu polémique même, avec le domaine des banques assurances qui sont en lien étroit avec le domaine de tout ce qui est sécurité sociale, y compris les pensions. Je vais essayer peut-être un petit peu illustrer ça tout en n'étant pas trop long. Alors, le but, c'est de vendre le plus possible, le plus vite possible, le plus cher possible et le plus longtemps possible. Et pour chacun de ces 4 aspects, il y a des techniques extrêmement efficaces qui ont été développées. Par exemple, le plus possible, c'est par exemple élargir les indications. Les scientifiques appellent ça le disease monitoring, fabriquer des maladies, profiler des maladies, éventuellement à partir d'un nouveau médicament qu'on a trouvé pour lequel il n'y a pas d'indication. Alors on profile une maladie à partir par exemple de critères d'inclusion. Des processus normaux de l'existence sont présentés comme des problèmes médicaux, par exemple la ménopause. Des problèmes personnels et sociaux sont présentés aussi comme des problèmes médicaux. Par exemple, la timidité qui devient phobie sociale avec des médicaments pour la phobie sociale. Ou de simples risques qui sont présentés comme des maladies. On ne meurt pas de cholestérol, mais on meurt d'un infarctus. Et donc, il y a des indications pour soigner le cholestérol. Et donc, il y a toute une série de mesures qui permettent comme ça d'influencer le corps médical au niveau de sa prescription. Notamment les visites des visiteurs, donc les visiteurs médicaux donc qui prennent rendez-vous chez des médecins pour leur expliquer leur dernière nouveauté, avec évidemment l'objectif de mettre ces médicaments plus sur le marché. Il y a même une firme qui s'appelle Time Concept qui vend des visites de médecins à des firmes pharmaceutiques. Aux États-Unis, ça coûte $105. 50 va à la firme, 50 va au médecin qui reçoit le visiteur médical et $5 va à une firme de bienfaisance choisie par le médecin. Il y a aussi, dans la littérature scientifique, des études tronquées. Bon, ça, c'est un domaine qu'on a vraiment particulièrement étudié au niveau de notre département de médecine générale. Donc, cacher des effets secondaires, par exemple, ou bien présenter les résultats d'une façon biaisée, de manière à ce que le médecin ne comprenne pas bien l'impact. Tout petit exemple. On dit la mortalité est divisée par 2. Ben, si vous avez sur 100 000 personnes, 50 000 personnes qui sont atteintes d'une maladie, divisé par 2, ça fait 25 000 décès évités. Si vous avez dans ces 100 000 personnes, 2 personnes qui ont la maladie, on va éviter... Donc le risque est le même, c'est moins 50%, mais c'est une façon de présenter le résultat qui va faire montre d'un bénéfice qui est disproportionné par rapport à son impact réel au niveau de la santé publique. Il y a aussi des résultats qui sont carrément falsifiés. Donc, il y a notamment un chercheur sur les wikis, qu'on appelle Wikiscanner, qui permet de voir l'adresse IP de qui met des informations et qui les modifie. Et on a remarqué que pas mal de sites sont parasités par des industries qui ont mis certains médicaments sur le marché dont on décrivait les effets secondaires et la firme va supprimer toute une série d'effets secondaires, ce qui fait que le grand public, évidemment, n'en a pas connaissance. Et même l'Agence européenne du médicament est tenue une certaine confidentialité des données scientifiques, ce qui fait que quand on demande un dossier à l'EMEA, c'est le nom de l'Agence européenne du médicament, on reçoit parfois des feuilles avec du noir partout qui ne permettent pas vraiment de prendre connaissance de la qualité réelle du médicament. Le plus vite possible, c'est occulter les conflits d'intérêts. Or, les conflits d'intérêts, il y en a énormément entre les médecins qui publient des articles scientifiques et les firmes pharmaceutiques. 60% des rédacteurs des grandes revues scientifiques ont des liens directs avec l'industrie pharmaceutique. 38% sont conseillés ou même employés par l'industrie et 6% détiennent des actions dans l'industrie pharmaceutique. Autre moyen, c'est occulter les études négatives. On appelle ça le biais de non-publication. Heureusement, maintenant, des méthodes statistiques permettent de voir ce qui n'a pas été publié, mais n'empêche que cette non-publication d'études négatives est vraiment un problème au niveau de la qualité de la prescription. Et puis aussi, faire pression sur les gouvernements pour accélérer les délais d'enregistrement. Le plus cher possible. Les coûts en recherche et développement sont nettement dépassés, presque le double, par les prix en marketing et en vente.
ce qui fait que le prix de la recherche et développement est nettement surévalué par rapport à la réalité. On parle d'1 milliard par molécule mise sur le marché. Quand on refait des calculs, et c'était publié à diverses reprises, on peut diviser ce chiffre par 5 parce que, en fait, une seule molécule sur 5000, effectivement, est commercialisée, mais ce sont les études précliniques qui permettent de les éliminer. Or, ce sont les études cliniques qui coûtent cher. Donc, en fait, cette somme est tout à fait surfaite. Aujourd'hui, le prix d'un médicament n'a plus rien à voir avec le prix de son développement, ni son utilité thérapeutique. Aujourd'hui, les firmes organisent avec les gouvernements ce qu'on appelle des focus groups, donc ce qui est une espèce d'enquête avec des personnes ressources, notamment de l'assurance sociale, et on essaie de voir quelle somme un gouvernement peut mettre pour mettre sur le marché un médicament. Un exemple, le sofosbuvir, qui est un traitement très très efficace contre l'hépatite C, est vendu en Belgique 43 000 € pour 12 semaines de traitement. 43 000 € pour 12 semaines de traitement. Dans certains pays, c'est le double. Et dans certains pays qui n'acceptent pas la puissance de l'industrie pharmaceutique, donc qui génériquent, je peux expliquer après, donc qui génériquent les médicaments, ce traitement de 43 000 € chez nous pour 12 semaines est vendu pour 200 €, ce qui est le prix réel de production du médicament. Aussi, l'industrie récupère très souvent des résultats de la recherche publique. On va peut-être reparler de la recherche publique en changeant un petit atome sur une molécule et en déposant un brevet qui permet de bloquer totalement pendant 10 ans la commercialisation, le génériquage de ces médicaments. Et puis, il y a le fameux article 81, donc, qui est un article qui a toujours existé, mais qui est actuellement surutilisé par notre ministre des Affaires sociales, qui consiste à négocier directement avec l'industrie le prix, les remises, mais dans une opacité complète. Donc, c'est-à-dire que c'est justement ce secret de la négociation que met en avant la ministre pour dire si jamais tout ça est sur la place publique, on n'y arrivera pas. Et moi, je négocie, par exemple, un pacte d'avenir pour les médicaments innovants. Et puis, le plus longtemps possible, ce sont des copies, on peut appeler ça des génériques, des MeToo, donc moi aussi. Donc, on change un tout petit morceau de l'excipient, par exemple, et on est reparti. Il y a d'autres techniques, comme changer très, très légèrement la composition d'un médicament. Pour ceux qui sont un petit peu versés en matière chimique, un médicament est toujours composé de 2 parties, une partie efficace et une partie équivalente inefficace. On extrait la partie efficace, l'évogir, et on la commercialise en tant que telle. Évidemment, le médicament sera 2 fois plus actif pour une quantité identique. Donc, il n'y a aucune raison de redonner un brevet pour 10 ans. Et peut-être pour terminer, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions, pour montrer un petit peu cette collusion entre différents acteurs du soin, de la médecine, de l'industrie et des banques assurances. Prenons l'exemple du Lancet. Le Lancet est une des revues médicales les plus prestigieuses dans le monde. Elle est reconnue comme une des Big Five. Donc les Big Five, ce sont les 5 grandes revues médicales qui font vraiment autorité en matière scientifique. Eh bien, plusieurs banques assurances, Stanley Morgan, ING et d'autres, constituent 40% de l'actionnariat du Lancet. Mais elles investissent également dans plusieurs firmes pharmaceutiques, comme Johnson & Johnson, Novartis, etc. En Belgique, comme dans d'autres pays, c'est le budget des médicaments qui fait déraper le budget de l'INAMI. L'année passée, le budget de l'INAMI était plus ou moins en équilibre, mais l'augmentation, notamment avec l'article 80 et d'autres décisions, ont fait gonfler le budget des médicaments qui atteint quasiment aujourd'hui 20% du budget total des soins de santé. Et donc le premier pilier, qui est le premier public de l'assurance sociale, de la sécurité sociale, est mis en péril. Et donc à ce moment-là, et même notre ministre des Pensions conseille d'aller vers un 2e pilier, donc l'assurance privée mais de type groupe, et un 3e pilier, l'assurance privée individuelle, pour au fond décharger le premier pilier, ce qui revient de fait à favoriser les banques assurances et à vider la sécurité sociale de tous ces principes fondateurs qui sont justement la solidarité, l'égalité et l'équité. Donc je pense qu'il y a une espèce de boucle qui se boucle de façon extrêmement logique, avec des intérêts multiples communs, mais qui vont de manière convergente finalement
favoriser une mauvaise prescription à la fois en qualité et en quantité, alors que toutes les données sont là. Et c'est extrêmement difficile justement de faire face à cette puissance de choc de l'industrie quand on voit les différents endroits où elle peut agir. Par rapport aux patients, par exemple, et je terminerai là-dessus, il y a des comités de patients qui se constituent à partir de certaines maladies, donc comité Crohn, comité hépatite C, etc. Eh bien, les firmes vont financer ces groupes de patients parfois pour essayer qu'ils fassent pression sur le gouvernement pour faire rembourser certains médicaments dont l'efficacité n'est absolument pas démontrée. Parfois, comme médecin, ce sont des patients qui viennent et qui ont vu chez le pharmacien une publicité disant il y a un nouvel antimigraineux, il y a un nouveau médicament contre les champignons sur les pieds, ça peut être vraiment extrêmement grave. Et donc, les patients viennent demander et disent tiens, moi j'ai vu, je suis atteint de telle maladie, j'aimerais bien que vous prescriviez tel médicament. Donc voilà, c'est un peu caricatural, mais bon, j'étais ici pour l'être, hein, et donc je suis vraiment prêt à défendre ces hypothèses que je mets en avant, mais certaines ne sont vraiment plus des hypothèses, on peut vraiment les étayer, et c'est extrêmement difficile de garder une attitude logique et rigoureuse dans cette matière-là. Merci en tout cas pour ce tableau très cynique en fait de cette industrie. Je dois dire que c'est pas très rassurant, et à la fois dans la foulée on aura envie de tout de suite se demander comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle démocratique là sur cette question, où sont les failles, parce qu'en effet on voit que c'est quand même très cadenassé. Mais je trouve ce qui est intéressant aussi, je ne l'ai pas dit dans l'introduction du débat, mais c'est que quand on pense au lobby et qu'on est à Bruxelles, on pense tout de suite au niveau européen et on se sent très impuissant. Et là, on voit qu'on a quand même affaire à des matières qui restent fédérales, très importantes et cruciales, et que voilà, les élections arrivent, c'est des questions qui peuvent aussi se poser. C'est comme ça qu'on l'avait pensé, hein, Olivier, et donc je te donne tout de suite la parole sur le lobby de la chasse, qui est aussi très local, pas très bruxellois, il faut reconnaître qu'on n'est pas les plus forts là-dedans. C'est quoi le problème avec ces chasseurs? Ils sont gentils, ils aiment bien la nature? Alors, oui, tout à fait. Mais en effet, peut-être dans un premier temps, camper le décor, parce que c'est vrai que quand on pense lobby, le premier mot qui vient ensuite, c'est peut-être pas sanglier. Et donc, il faut que je vous explique un peu le sujet à la fois de l'article et de mon intervention. On a 550 000 hectares de forêt en Belgique, moitié publique, moitié privée, et on a un constat de l'administration wallonne, le département de nature et forêt, qui dit qu'environ 40% de cette forêt est mis à mal, vraiment sérieusement, de manière quasi irréversible, par une surpopulation de gibier, de gros gibier. Donc c'est le cervidé et les sangliers. Et il y a un aspect un peu particulier dans la législation belge, c'est que les seules personnes qui peuvent prélever le sanglier, donc on ne dit pas tuer, on dit on prélève les sangliers, ce sont les chasseurs en fait. Légalement, il n'y a que eux qui ont l'autorisation de tuer les sangliers. Et donc on se retrouve dans à mon avis, des notions que M. de Corbiter va développer, qui est, on a l'intérêt public d'une forêt qui doit être multifonctionnelle, dans laquelle, qu'on le veuille ou non, au-delà de toute idéologie, les chasseurs ont leur place, parce que ce gros gibier n'a plus de prédateurs, donc il est nécessaire de les tuer. Et c'est géré, donc on a un intérêt public qui doit à un moment donné gérer cette population de grands gibiers, et c'est géré par un intérêt privé de gens qui représentent une corporation et dont l'intérêt est, si pas diamétralement opposé, mais en tout cas pas forcément complémentaire à l'intérêt public. En gros, les chasseurs vont vouloir toujours plus de gibier, de manière aussi un peu caricaturale, parce qu'il n'y a pas les chasseurs comme s'il y avait les étudiants. Enfin, il n'y en a pas. Voilà, il y a le bon et le mauvais chasseur. Et on a un intérêt public, le département de nature et forêt, qui, eux, veulent vraiment faire baisser cette population. Alors, en 30 ans, la population des sangliers a triplé, et la population des cervidés a doublé, je pense. Le constat est assez clair, il est assez partagé, même si on pourra revenir justement sur des techniques de lobby qui est de produire du doute et de l'information très partiale pour à un moment donné créer des écrans de fumée. Mais on a
un constat qui est tout de même généralisé au sein du corps universitaire et de l'administration qui dit, bon, il y a trop de sangliers. Un ministre CDH arrive au pouvoir, M. Di Antonio, en 2012, et il connaît les sangliers autant que, enfin, j'allais dire vous et moi, je ne connais pas votre connaissance du sanglier, mais en tout cas, moi, au moment où j'ai commencé l'enquête, elle était plutôt nulle. Et je pense que M. Di Antonio est plus ou moins au même niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas un type du Luxembourg et ce n'est pas un chasseur. Et donc, il commence à essayer d'objectiver la question. Il met toute une série d'intervenants autour de la table, dont les chasseurs, mais pas uniquement, des naturalistes en Terre Environnement Wallonie. Et il voit très vite que ça va pas aller. Et selon son analyse, il se dit, en gros, il faut que je commence à mettre un système contraignant pour faire en sorte que cette population de grand gibier diminue afin qu'elle arrête de martyriser la forêt wallonne. Et il fait une déclaration en février 2013, je pense, je me souviens, je suis plus sûr pour les dates. Le lendemain matin, à 7h du matin, il a un appel, son cabinet commence à être inondé d'appels, et notamment d'appels de personnes haut placées au niveau politique et haut placées au niveau économique. Donc, il y a des gens qui agissent, si pas dans l'ombre, de manière extrêmement discrète, non pas en faveur de l'intérêt public, mais en faveur d'un intérêt privé, en fonction d'un réseau. Un réseau qui s'active donc très rapidement. Ce qui se passe, c'est que progressivement, M. Di Antonio revient sur la décision en décidant de faire des exceptions, de faire des mesures transitoires. Tout ça commence à être terriblement adouci pour finir des mesures qui ne seront jamais mises en place, avec l'intervention d'un lobby qui est particulièrement efficace, agréable à fréquenter, poli, dont j'ai la chance aujourd'hui de tutoyer le président, ce qui me complique la tâche pour le critiquer, et qui est intervenu directement à travers ses rendez-vous avec le ministre, en colloque singulier, et qui a particulièrement travaillé ce que Geoffroy Guens de l'Université de Liège appelait la force des liens faibles, c'est-à-dire qu'il a activé son réseau, activé les réseaux qui évoluent dans ce monde de la chasse, dont des parlementaires, qui sont venus poser des questions avec une approche partiale. Alors, je vais citer l'un d'eux, c'est Gilles Mouillard, député wallon du MR. Lui, je n'ai pas la chance de le tutoyer, je n'ai même pas la chance d'avoir des réponses à mes questions le concernant, notamment sur la présence des chasses où il se trouve, puisque décision février-mai 2012 sur des mesures contraignantes par rapport au monde de la chasse. Octobre 2012, qui est-ce qui est invité à la chasse de M. Mouillard? Le président, M. Benoît Petit du Royal Saint-Hubert Club, et commence à ce moment-là ces jeux d'influence. Et quand on voit les questions parlementaires de M. Mouillard, alors je ne doute pas que ce monsieur, qui est par ailleurs chasseur, a le droit d'avoir ses opinions. Évidemment, ces opinions ont droit d'être en phase avec, à un moment donné, des acteurs qui ont des intérêts privés et qui sont plutôt loin de l'intérêt public. Ce qui est étonnant, c'est quand ces positions sont vraiment en phase pendant 6 ans avec ce même lobby. Et donc, on a là un système où ce que je vous exprime, c'est simplement toute une série de constats, de convergence. À un moment donné, vous avez prononcé le mot insidieux, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup retrouvé dans mon enquête sur le lobby de la chasse, c'est la difficulté à un moment donné à avoir un constat partagé par le secteur, ce qui est à mon avis un des signes du lobby, c'est-à-dire qu'ils font vraiment des brouillards de fumée et de la production de doutes, et alors énormément de off, qui étaient des pressions douces et bien organisées sur différents acteurs, ou parfois de manière un peu plus brute sur d'autres, à commencer par moi avec des courriers d'avocats qui arrivent extrêmement tôt au niveau de l'enquête. D'habitude, on les a après publication. Ici, je les recevais beaucoup plus tôt, en fait.
J'ai envoyé mes questions et j'avais un retour de courrier d'avocat, ce qui n'est pas tout à fait le ping-pong que j'attendais. Et ça, je l'ai quand même eu 2 fois. J'ai travaillé sur le surendettement, j'ai travaillé sur les entreprises pharmaceutiques, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, encore un dernier mot sur le monde de la chasse. Je pense que ce qui différencie peut-être de lobby, de plaidoyer, c'est que le lobby défend véritablement un intérêt privé. Et donc, il n'a pas besoin de l'opinion publique. Et donc, ce qui était étonnant avec le monde de la chasse, c'est que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'in fine, on touche à la nature, hein, même si on ne s'en rend pas tout de suite compte. Et il y a très peu de gens qui s'en emparent. Et c'est parfait comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un relais de 17 députés, d'avoir 12 politiques avec eux. Il y a vraiment, à partir du moment où on travaille sur un angle très étroit, qui intéresse relativement peu de personnes, mais où on peut avoir un impact législatif sur la matière qui nous occupe, c'est largement suffisant. Et avec le monde de la chasse, c'est exactement ce qui se passe. C'est que quand vous posez la question au Parlement wallon, c'est évident qu'il va y avoir 3 interventions, 2 qui connaissent relativement mal le sujet, le 3e qui le maîtrise parfaitement, et c'est toujours vers ce 3e, le député Gilles Mouillard, que l'on arrive à un moment donné à partager les conclusions. Qui intéresse peu de gens, mais qui a des conséquences, comme tu disais, quand même très importantes sur l'environnement de la forêt wallonne. Oui, tout à fait. Mais les acteurs qui interviennent à un moment donné sur des questions spécifiques pour la chasse, allez, soyons honnêtes, moi si vous m'aviez posé la question, tiens, la surdensité de sangliers, est-ce que ça te passionne ? J'aurais quand même mis un peu de temps avant de répondre il y a 1 an en fait. Et si j'avais vu une question parlementaire sur le sujet, et je peux imaginer si moi-même j'étais parlementaire, à un moment donné, peut-être urbain, peut-être je ne serais pas intervenu. Alors qu'en tant que promeneur, les naturalistes, les pêcheurs, tous les amoureux de la nature sont à un moment donné pourraient être confrontés à ce problème qui est la perte de biodiversité et la perte aussi de multifonctionnalité de la forêt. Oui, et c'est là à la fois que c'est presque paradoxal parce que les lobbies défendent leur raison d'exister du fait qu'ils ont plus de compétences techniques parfois que les parlementaires, que les politiques, et qu'ils les aident finalement à prendre des bonnes décisions. Donc on est quand même dans un paradoxe là aussi, Oui. ou une farce. Ils ont une véritable compétence, je pense qu'ils disent systématiquement une partie de la vérité. Et donc, c'est clair que techniquement, à un moment donné, ils viennent véritablement en appui, et notamment dans le monde de la chasse, le Royal Saint-Hubert Club est particulièrement bien informé et bien armé pour justement nourrir les députés. Notamment sur les densités de sangliers, bon, il y a toute une série d'explications qui dépassent le fait que des chasseurs tuent ou ne tuent pas ces bêtes, et qui gèrent à un moment donné pour que ces bêtes soient au maximum présentes au moment de la chasse. Je ne sais plus où je voulais en venir maintenant. Non, c'était sur la technicité. Enfin, il y a une espèce de pouvoir aussi de la connaissance technique. Voilà. Ils retombaient systématiquement sur une étude du European Land Owners Organization expliquant pourquoi les sangliers étaient très nombreux en Europe. Je lisais cette étude et j'étais assez troublé par la similitude justement du discours du Royal Saint-Hubert Club, alors que les autres analyses plutôt scientifiques divergeaient. Je vais voir la composition de cette organisation européenne. J'y retrouve le Royal Saint-Hubert Club en tant que membre. Et donc, je décide d'essayer d'identifier les auteurs de l'enquête, de l'étude plutôt européenne, parce qu'il y avait tout un volet wallon qui était vraiment terriblement en phase avec la position du Royal Saint-Hubert Club. Bon, impossible de le faire. Impossible. Et quand j'ai soumis l'enquête à des acteurs que j'identifiais peut-être comme plus crédibles, plus pertinents sur une analyse scientifique, c'est clair qu'ils l'ont balayé du revers de la main. Mais par contre, quelque chose était créé. Un discours était créé. Un discours qui avait un vernis scientifique était créé et était utilisé de leur manière et était apporté aux députés. Et donc, si vous ne connaissez pas ou peu la matière, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Merci Olivier. J'en viens à Sylvie Losberg. Alors, ce serait quoi un lobbying progressiste ? Est-ce qu'il y a des balises éthiques particulières ? Est-ce que finalement vous vous emparez des mêmes outils ? Est-ce que, pour faire référence au titre de débat, est-ce que vous faites partie de la mécanique ou est-ce que vous en êtes peut-être à un grain de sable ? Je pense que la réponse n'est pas univoque.
D'une part, parce que au Centre d'action laïque, il y a beaucoup de personnel qui est donc rétribué et qui dépend du ministère de la Justice. C'est assez paradoxal puisque on est très souvent en lutte contre des législations qui émanent de ce même ministère. Donc c'est quand même une particularité belge qui m'a surprise quand je suis arrivée dans le mouvement laïque il y a une dizaine d'années. Je dois dire, je me suis dit, tiens, ça c'est quand même extraordinaire que nous avons un gouvernement qui paye des gens pour critiquer son action. Alors comment est-ce qu'on fait pour agir? Je pense que les balises éthiques, elles sont fondées sur la méthode que nous utilisons et qui est celle du libre examen. Il est très clair que le mouvement laïque prend des positions, mais les revoit régulièrement à l'aune de l'évolution de la société ou de nouvelles données qui n'étaient pas disponibles auparavant. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande, je pense, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une connaissance très fine des dossiers. C'est la raison pour laquelle chaque membre de mon département a des dossiers spécifiques. Bon, évidemment, on mutualise aussi parce que bon, voilà, on n'est pas à l'abri de mouvements de personnel ou de changements d'affectation. Mais je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point il faut vraiment toujours remettre le travail en route et ne pas s'arrêter finalement à ce qu'on imagine faire le bien de la population, puisque notre objectif, et ça je rejoins ce qui a été dit, nous on ne vend rien, on n'a rien à vendre. On est là pour essayer d'écouter finalement ce qui est en train de se passer dans la société civile et d'essayer de mettre en œuvre les 3 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sur la question de la solidarité, on a peu de moyens puisque clairement pour nous, il y a aussi des associations qui s'occupent particulièrement des questions socio-économiques. Mais par contre, la question des libertés, que ce soit pour la question de l'enfermement ou pour les questions éthiques, il y a vraiment tout un champ d'action dans lequel on est vraiment très très impliqué. Je peux avoir quelques minutes, donc je vais expliquer les 2 dossiers qui sont en cours actuellement et que j'ai suivis plus particulièrement parce que je suis de formation, je suis historienne, mais je suis aussi psychanalyste et donc je suis très impliquée dans la défense des droits des femmes et en particulier des libertés, des droits sexuels et reproductifs. Et donc, quand je suis arrivée au mouvement laïque en 2009, on était quasiment aux 20 ans de la loi dépénalisant partiellement l'avortement. Et donc, on a fait un travail, je dirais plutôt jubilatoire. On était très contents, on a parlé de cette loi, c'était formidable. Heureusement, en Belgique, on avait accès à l'IVG. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que le fait d'en parler de manière très positive, très constructive, ça gênait les pouvoirs publics et en particulier la ministre de l'Enseignement. Donc ça, c'était une première petite alerte. On s'est dit, tiens, c'est très curieux que quand on veut parler d'avortement dans les écoles, on est accusé de briser le pacte scolaire, de faire de la promotion de l'avortement. Et donc, on a commencé à mettre en place un réseau avec les centres de planning, mais aussi des associations féministes ou des associations qui travaillent dans les droits des LGBT, par exemple. Et on a fait une plateforme qui s'appelle la plateforme Abortion Right, qui a ouvert aussi sur le contexte européen, puisqu'on était, à partir des années 2010, quand même dans un mouvement de ressac, de reflux sur les droits à l'IVG en Europe, et ça s'est malheureusement aggravé depuis. Donc on a continué à travailler comme ça, jusqu'en 2014, avec le nouveau gouvernement, où on a vu apparaître dans la déclaration de politique générale un tout petit paragraphe de 2 lignes qui visait à modifier l'enregistrement des fausses couches, appelé dans le texte législation sur les enfants nés sans vie. Et par rapport à ce dossier, moi j'avais été alertée quelques années auparavant, puisque j'avais eu l'occasion de participer à des groupes de discussion sur d'autres propositions qui avaient déjà été déposées, mais qui n'avaient pas été votées. Et donc j'avais quand même compris que si on compare avec la Hongrie, où en 2012 on a modifié la constitution pour protéger la vie de l'embryon de la conception, en Hongrie, il n'y a plus moyen d'avorter, ça nous semblait très clair. Mais, sauf que, à nous, ça nous semblait très clair, mais que dès qu'on a commencé à parler de ça, on a reçu des volets de bois vert en disant qu'on était complètement paranoïaque, que ça n'avait rien à voir, et qu'on était des idéologues, et qu'en fait, on était vraiment déconnectés de l'objectif de ce projet de loi.
Et on a dû aussi convaincre le terrain. Donc en fait, on s'est retrouvé à la fois attaqué par le pouvoir politique, dans la presse notamment, et très mal compris par le terrain. Alors on a mis en place une manière de travailler qui a, je pense, porté ses fruits, mais il faut du temps. Donc ça a mis à peu près 3-4 ans pour recueillir finalement l'information de terrain sur la question de l'IVG. Est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que ça se passe si bien que ça? Est-ce que les femmes sont tellement à l'aise avec la législation? Est-ce qu'on sait finalement c'est quoi cette législation? Dans quel code elle se trouve? C'était le code pénal. Et donc, le recueil de terrain s'est fait avec des colloques sur plusieurs années avec les professionnels de terrain, les assistants sociaux, les gens de planning, les juristes, les médecins et finalement les mouvements féministes et laïques. Et on a comme ça essayé de mettre en évidence finalement à la fois la connaissance du terrain, les recommandations du terrain, mais en même temps la méconnaissance du cadre législatif qui était pour nous en péril avec ces nouvelles propositions de loi. Aujourd'hui, on a obtenu un résultat mitigé, il faut bien le dire, parce qu'on a finalement réussi à ce que la question de l'accès à l'IVG soit mise en haut de la pile, en démontrant que la population belge ne savait pas que c'était dans le code pénal, que le terrain finalement respecte des conditions qui étaient des concessions faites à l'époque aux anti-IVG, alors que dans les années de 75 à 90, les conditions étaient beaucoup plus ouvertes aux desiderata des femmes que depuis la loi. Et tout ça nous a permis finalement de proposer aux partis politiques qui étaient convaincus qu'il fallait améliorer les choses, de déposer des propositions de loi. Bon, ça a très fort fâché l'EMR, ça il faut le dire, que donc du coup le CAL s'est fait vraiment incendier dans la presse en disant qu'on était vendu aux socialistes. Et je voudrais quand même rappeler que le Centre d'action laïque est tout à fait indépendant des partis politiques, même si évidemment on retrouve dans le conseil d'administration des gens qui sont encartés. Mais c'est pareil pour le Conseil des femmes, et c'est encore très différent puisque le Conseil des femmes, dans l'ECA, il y a des administratrices qui représentent les partis politiques. Et donc, c'est clair que quand on prend une position publique, on doit faire avec l'ensemble du CA. Donc il y a vraiment un travail d'étayage et d'argumentation qui nous est non seulement nécessaire pour la prise de position, mais également après, parce que quand on se retrouve dans un débat politique, et c'est vrai que les députés ne sont pas parfois très au fait de tous les détails d'un dossier, parce qu'ils ont beaucoup de dossiers. Et donc nous, notre expertise finalement nous permet de leur démontrer que quand ils écrivent un texte, et là il y a une contradiction, ou là, tiens, il faudrait peut-être améliorer les choses comme ci, comme ça. Et donc, on a un pouvoir, finalement, je pense, peut-être, on pourrait dire que c'est un pouvoir d'influence, mais moi, je pense que c'est surtout un pouvoir de ramener dans la sphère politique des revendications de terrain dans l'objectif que chaque citoyen, de quelque conception philosophique ou religieuse qu'il soit, se retrouve dans la législation. Et je vais terminer sur la question des fœtus nés sans vie, puisque le tu peux deuxième expliquer un débat... petit peu l'enjeu de cette question? Oui, donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une fausse couche à 6 mois, c'est considéré comme un enfant et vous allez à la commune et vous recevez un document qui dit qu'effectivement, vous avez perdu un enfant à naître à 6 mois. Et pourquoi ça vous semble pas bien, du coup, ça? Non, alors ça, de toute façon, ça c'est la loi actuelle, mais l'objectif du CDNV et de la NVA, c'était de donner un acte de naissance pour toute fausse couche sans limite basse de gestation. Donc ça veut dire que vous faites une fausse couche à 2 semaines ou à 3 semaines, et vous recevez un acte de naissance avec un nom de famille et un prénom. Et donc effectivement, ça veut dire que c'est un enfant. Donc si c'est un enfant à 2 ou 3 semaines, comment vous demandez une IVG pour un enfant? Donc c'était pour nous très clair qu'il y avait là une tentative finalement, peut-être pas directement de venir empêcher l'IVG,
mais en tout cas de dire que dans la loi belge, on considère que c'est un enfant dès la conception, ce que le ministre de la Justice reconnaît comme conception personnelle. Et alors, l'idée des contre-pouvoirs et des associations qui font l'assaut des cabinets ministériels, on s'en est rendu compte également, puisqu'en fait, toutes les propositions qui avaient été déposées pour donner un statut juridique au fœtus ou à l'embryon étaient portées par des associations de terrain, mais où il y avait en fait quelques personnes qui téléphonaient régulièrement dans les cabinets pour pleurer en disant on est malheureux, il nous faut un papier, on a besoin d'un acte de naissance, et les cabinets étaient démunis, mais ça correspondait en fait à un mouvement plus général dans le monde qui émanait du Vatican avec une initiative qui s'appelle One of Us et qui a recueilli 2 500 000 signatures, je pense, et qui vise à dire que chaque embryon, c'est un de nous et que donc on doit le protéger. Je vais en terminer là pour dire simplement 2 petites choses. C'est que effectivement, il y a un brouillard de fumée, c'est-à-dire que ces groupes de pression, contrairement à nous, et je peux le dire, n'étayent pas leur position. Donc c'est très émotionnel. Hein, donc c'est des revendications qui sont à la fois personnelles et émotionnelles, et incluent finalement une seule vision de la société, alors que l'objectif de la laïcité, c'est au contraire que les lois donnent un cadre dans lequel chacun puisse se retrouver. Et dernière petite chose, il me semble que, au fond, l'intimidation et la délégitimation sont devenues aujourd'hui vraiment d'une violence que moi, je n'avais pas connue il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on pouvait se ramasser des critiques, hein, même parfois on me traitait de menteuse à la radio, voilà. Mais aujourd'hui, ça délégitime l'ensemble du mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre sur des arguments, on dit vous êtes des vendus, ou bien... enfin, c'est un peu comme pour les syndicats ou les corps intermédiaires. Aujourd'hui, au fond, le pouvoir de contestation n'est pas finalement contesté sur des arguments, mais sur une position ou une présupposée position. Merci Sylvie. Alors Vincent de Corbitaire, est-ce que ce qu'on a entendu jusqu'à présent corrobore votre travail, autant sur les confrontations avec l'intérêt général qu'avec les possibilités de faire bonne pratique ? Je n'oserais pas parler d'un travail parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question. Je l'ai croisé une fois ou l'autre, je dirais de manière assez incidente, et j'ai pris le risque à un moment de mettre quelques idées sur le papier, mais vraiment sans plus. Et dans la foulée, vous avez eu l'amabilité de m'inviter, mais je suis vraiment un amateur. Cela étant, les termes du débat tels qu'on vient de les poser rejoignent assez bien ce que j'ai tenté à un moment de formaliser. D'abord, pour le cadre dans lequel nous nous trouvons, la question des lobbies se pose en Belgique de manière assez particulière parce que c'est un pays qui a une tradition d'État faible, avec une très faible conviction nationale et peu de confiance à la notion française d'intérêt général ou de volonté générale. Il est entendu historiquement en Belgique, même si ça n'était pas l'intention des fondateurs, que l'État est la caisse de résonance de toute une foule d'intérêts particuliers et catégoriels, que la loi est la traduction juridique d'un rapport de force entre les différentes composantes de la société qui s'affrontent et qui défendent chacune un point de vue spécifique, un système de valeurs, un pilier, une vision de la société, etc. Et donc, dans ce cadre-là, en Belgique, davantage que dans d'autres pays, a priori, un lobby, y compris un lobby économique, est légitime. Et c'était une question d'autant plus sensible pour moi de pouvoir reconnaître a priori la légitimité de lobby que, comme je l'ai rappelé, le CRISP s'est fondé sur l'étude des mécanismes effectifs de la décision politique en s'interrogeant sur la participation des groupes non politiques à ce processus de décision. Petite anecdote, le CRISP démarre en 58-59. En 57, son fondateur, Jules Gérard Libois, a créé ce qu'il appelle des groupes esprits, inspirés par Emmanuel Mounier en France, où on réfléchit notamment dans un de ses cycles sur les pouvoirs réels en Belgique, et il propose à la discussion de ce qui était à l'époque un groupe assez embryonnaire, un tableau des pouvoirs réels en Belgique, dont la première colonne a pour titre « l'Église catholique ». Parce qu'en 1957, effectivement, on pouvait considérer que l'Église catholique était l'acteur politique numéro 1 en Belgique. Je vous rassure, la deuxième colonne, c'était les groupes financiers. Quelques années après, il aurait évidemment interverti l'ordre, après le règlement de la question scolaire.
Et donc, en Belgique en général et dans la pratique intellectuelle du CRISP en particulier, il n'y a pas de raison a priori de considérer qu'il y a de mauvais lobbies économiques voués à des intérêts bassement matériels et de bonnes associations ou des composantes forcément beaucoup plus légitimes de la société civile organisée, les églises, les syndicats, les associations, les organisations non gouvernementales, etc. Ce sont dans la pratique et la mentalité belge tous des groupes de pression comme les autres. Et les lobbies économiques, l'actualité autour de l'Arabie saoudite nous le rappelle, peuvent être considérés comme a priori légitimes aussi parce que derrière les intérêts strictement économiques des actionnaires, il y a aussi les intérêts sociaux des travailleurs qui dépendent d'une entreprise qui pourvoit à leur emploi. Et donc, mon interrogation était fondée sur l'idée qu'il n'était pas possible de postuler une différence de nature confortable entre les bons et les mauvais et de considérer qu'on pouvait a priori condamner les lobbies économiques en les mettant tout à fait à part. C'est d'autant plus difficile à faire que les lobbies eux-mêmes ont produit une littérature assez abondante sur leur propre situation et ont assez habilement développer tout un discours consistant à expliquer en quoi il contribue, et on l'a évoqué déjà dans les témoignages, consistant à expliquer en quoi il contribue à la formation de l'intérêt général ou d'une décision politique bien construite. Ils se réclament, sans toujours utiliser ce vocabulaire, de la notion de démocratie participative, et ils se présentent, et là ils emploient le vocabulaire, comme des acteurs à part entière de la société civile. Ils sont des composantes du tissu social ou des représentants de composantes du tissu social et économique, des représentants de tel ou tel secteur économique. Et ils prétendent avoir comme action, comme vocation première, d'éclairer les responsables politiques sur les enjeux et sur les effets des décisions qu'ils s'apprennent à prendre. Et on l'a rappelé, ils ont le beau jeu de se présenter comme d'excellents experts du domaine dans lequel ils interviennent, puisque ce sont soit directement des acteurs économiques qui se coalisent en fédération, en groupe de pression, soit des cabinets spécialisés qui collectent, qui brassent de manière professionnelle une foule d'informations venant de toute façon déjà de leurs clients qui eux-mêmes connaissent très bien les dossiers. Et donc, ils prétendent jouer un rôle de contribution et d'éclairage de la décision politique exactement à l'égal de ce que peut proposer à un moment un syndicat, une association, un groupement de défense des intérêts des locataires, une église, etc., etc. Ils refusent d'ailleurs en règle générale la notion de groupe de pression, considérant qu'ils font simplement partie de la société civile, sans plus, et ils récusent aussi le plus souvent la notion d'influence, considérant que ce qu'ils apportent, et c'est ce dont vous avez témoigné, c'est de la connaissance et de l'expertise, qui sont évidemment des termes nettement plus acceptables. Et ils ont d'ailleurs obtenu gain de cause en termes de capacité à légitimer a priori et même juridiquement leur action, puisque je suppose que tout le monde dans la salle le sait, même si ce n'est pas en détail et pour moi non plus, l'Union européenne le reconnaît très formellement, un rôle d'interlocuteur à part entière, légitime, aussi bien du Parlement que de la Commission. Ils peuvent d'autant plus se réclamer de ce statut d'acteur de la décision politique que si on remonte jusqu'à ce qui est, à mes yeux, le meilleur théoricien de la démocratie, à savoir Rousseau, on peut, aussi étrange que ça puisse paraître pour des lecteurs de Rousseau, s'il y en a dans la salle, ils vont frémir en m'entendant, on peut considérer que les lobbies sont des acteurs tout à fait légitimes du processus de construction de la volonté générale selon Rousseau. Alors je fais ici très simple. Chez Rousseau, il n'est pas question d'admettre les lobbies parce que ce sont des représentants d'intérêts catégoriels. Mais ce que Rousseau met en avant, c'est tout simplement que la volonté générale se construit par la prise en compte de la totalité des intérêts particuliers. Et que, contrairement à ce qu'on prête comme discours à Rousseau, sa conviction profonde est que quand vous entamez une délibération, chaque acteur de cette délibération, y compris un citoyen individuel, va d'abord mettre en avant un point de vue particulier qui est le reflet de sa situation, de sa position sociale, de son parcours, de ses intérêts, de ses valeurs. Et que la volonté générale se construit par la confrontation libre et ouverte de cette multiplicité de points de vue très particuliers et au départ très égocentriques, qui simplement par le jeu de l'antagonisme entre ces différentes positions peut se transcender en bout de compte vers
une décision qui, elle, serait plus centrée sur l'intérêt général, sur l'intérêt commun, sur ce qui peut convenir au plus grand nombre. Si vous gardez ce schéma à l'esprit, vous pouvez admettre que les lobbies sont des acteurs privés, collectifs, comme les autres, qui attirent l'attention des pouvoirs publics sur les contours spécifiques d'une situation, d'une problématique, telle qu'ils peuvent la mettre très nettement en évidence parce qu'ils ont une connaissance intime de cette problématique et qu'ils vont apporter la connaissance d'une facette de la réalité. Et que d'autres acteurs risqueraient d'ignorer totalement cette facette. Je ne connaissais rien à l'état de la forêt wallonne et à ses dégradations en raison de la surpopulation de différents types d'animaux, mais j'imagine en effet très volontiers que le lobby de la chasse est particulièrement à l'aise pour faire la leçon à un ministre et lui expliquer une foule de choses qu'il n'a aucune chance de connaître, même s'il s'adresse au bureau d'études de son parti. Et donc, de prime abord, pourquoi ne pas accepter la participation des lobbies à l'élaboration de la volonté générale? Le problème est de savoir si, en pratique, ils jouent véritablement le jeu qu'ils prétendent jouer. Et c'est là que je voudrais rappeler quelques évidences. Il n'y aura rien d'original dans mon propos. C'est que dans le schéma rousseauiste ou dans le schéma démocratique, tout contributeur au débat public doit être prêt à jouer le jeu de bonne foi et donc à abandonner en cours de route sa position de départ si on lui montre qu'elle est trop marquée par ses intérêts ou ses connaissances partielles et qu'en réalité, il faut tenir compte d'une foule d'autres considérations. Un lobby, par contre, à strictement parler, c'est un cabinet professionnel qui est payé pour défendre des clients et leurs intérêts. Un lobby, c'est un ensemble de personnes qui entrent dans la délibération politique avec la ferme intention de continuer à obstinément défendre exclusivement l'intérêt particulier ou catégoriel de son client ou de l'univers professionnel ou économique qu'il représente. Et donc, il n'y a pas au départ la bonne foi, l'ouverture d'esprit que l'on peut attendre, par exemple, d'un citoyen qui serait désigné par le sort dans un parlement, ou même d'un parlementaire qui, tout en étant le porte-parole d'un parti, est censé contribuer à l'élaboration de législation d'intérêt public. Autrement dit, les lobbies ne sont pas prêts, en cours de délibération, à sortir de la position de départ qui est la leur et à embrasser une solution d'intérêt public. Leur rôle professionnel est au contraire de rester calé en quelque sorte sur leur intérêt privé. Ça fait une première différence avec, y compris l'attitude, me semble-t-il, du monde associatif, qui peut être très militant et très idéologiquement marqué, mais qui, à ma connaissance globalement, joue le jeu de la délibération publique et accepte de ne pas chercher à faire la loi à lui seul. Je remarque par parenthèse que les lobbies, en termes de structure interne, sont éminemment non démocratiques, ne sont pas organisés en association, n'ont pas de compte à rendre à des assemblées générales ou à quiconque d'autre que leurs actionnaires ou ceux qui les ont mis en place. Autrement dit, les lobbies prétendent participer à une délibération ouverte qui doit permettre de dégager la meilleure décision possible en vue de l'intérêt général, mais ils agissent comme si leur proposition reflète de l'intérêt de leur secteur économique, je vise ici surtout les lobbies économiques, ils agissent comme si leur proposition constituait déjà la solution ultime et reflétait déjà l'intérêt général qu'il faut chercher à mettre en place. Et on le voit, cette pratique tout à fait caractéristique des lobbies, très bien documentée à ma connaissance par les journalistes spécialisés, et qui consiste à rédiger intégralement, notamment au niveau européen, des textes législatifs complets, des directives éventuellement de dizaines de pages, qui règlent clé sur porte la question qui est posée à une série, par exemple, de parlementaires européens qui, devant une foule de dossiers, ne connaissent à peu près rien au dossier spécifique qui leur est soumis, et ont la bonne fortune de voir sur leur bureau apparaître une proposition clé sur porte qui a l'air d'être tout à fait, et qui est d'ailleurs tout à fait cohérente, bien rédigée, répondant à toutes les objections possibles, chiffrée avec les impacts attendus, etc., etc. Ce qu'ils jouent, là, c'est le jeu de l'expertise, je vais y revenir à un moment, qu'ils prétendent incarner, mais ce qu'ils jouent en réalité, c'est un processus dans lequel ils veulent fermer la discussion avant même qu'elle soit réellement contradictoire, avant même qu'elle s'ouvre publiquement.
Il s'agit d'essayer d'assécher au départ le processus de décision en apportant déjà une solution toute faite. D'où dans ce cadre-là, j'y reviens en deux mots, la place cruciale qu'ils accordent à l'expertise, terme fétiche qu'ils mettent en avant, alors expertise juridique, économique, financière selon les cas. Ils déposent ce qu'ils appellent eux-mêmes des notes d'expertise, généralement des notes très longues, et puis on les accompagne d'un petit résumé, un brief paper qui doit être lu, lisible pour les non-initiés, le tout étant destiné à montrer que les auteurs de ces notes, longues et courtes, ont déjà fait le tour complet de la question, ont étudié tous les paramètres, ont établi tous les chiffres, les antécédents, les conséquences, les effets pervers, les effets positifs attendus, et ont déjà, décisivement en quelque sorte, clos à eux seuls la délibération publique qui n'a, à les entendre, plus de raison de véritablement se développer. Et donc, ils présentent au début ou en cours d'un processus de décision une solution qui est destinée évidemment à éviter une délibération authentiquement ouverte. Ça, c'est une facette tout à fait classique du fonctionnement du lobbying. Une autre facette non classique dont on a parlé, et je ne vais rien dire de neuf, mais peut-être un tout petit peu plus formaliser les choses, c'est ce qu'on a évoqué sous l'expression qu'on utilise depuis plusieurs années du côté des adversaires de lobby de fabrique du doute. Il y a une expertise positive qui consiste à apporter des apparences de vérité, un discours très assertif, voilà ce qu'il faut faire. Et puis il y a cette expertise très particulière quand il s'agit pour des motifs de santé, d'environnement, d'interdire éventuellement une substance dangereuse, un médicament inutile et aux effets pervers, etc. On produit un savoir aux apparences scientifiques qui est destiné délibérément à instiller le doute pour empêcher qu'une décision puisse être prise. L'industrie du tabac a publié, a fait publier, a suscité pendant des dizaines d'années des études successives tentant de montrer que le rapport entre le tabagisme et le cancer n'est pas encore pleinement avéré. Pour le glyphosate, on nous a aussi expliqué que ça n'était pas pleinement avéré. Pour les impacts éventuellement très négatifs pour la santé, des ondes électromagnétiques, des smartphones, on est encore occupé à nous expliquer que rien n'est prouvé, qu'il faut attendre, etc. En fait, ces lobbies arguent d'une situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils commanditent ou font se développer en sous-main des études qui nient un certain nombre de vérités déjà établies ou qui les mettent en balance avec d'autres chiffres, d'autres constats qui créent le doute. Et sur la base de ce doute, ils gèlent la possibilité d'adopter une décision, sauf que le pouvoir public qui doute et qui s'abstient de décider ne doute que parce qu'on a produit délibérément ce que d'autres ont appelé très justement un brouillard ou un écran de fumée. On s'assure aussi de la présence d'experts, on l'a évoqué tout à l'heure, dans des organismes d'évaluation, dans des organismes publics ou parapublics, sachant, vous l'avez rappelé très justement, qu'un certain nombre de ces experts ont des liens directs avec les intérêts industriels qu'ils ont par ailleurs pour mission d'évaluer. À ma connaissance, on parle pudiquement de conflit d'intérêts, ça me paraît être de la manipulation pure et simple. Il y a quelque chose toujours d'un petit peu trop pudique dans le vocabulaire juridique que l'on emploie. Dans l'article que j'avais publié au CRISP, je me suis permis d'avancer l'idée que les lobbies pratiquent ainsi une science à l'envers, dont le but n'est pas de produire de la connaissance, mais au contraire de brouiller toutes les connaissances de façon à éviter que de véritables décisions puissent être prises. Dernier point qui singularise l'action des lobbies, on l'a aussi très rapidement évoqué, c'est le rapport à l'opinion publique. Le monde associatif, la société civile organisée, les syndicats, les églises en appellent régulièrement à l'opinion publique, participent à des débats, mènent des campagnes d'information, de sensibilisation, osent la contradiction, publient des mémorandums, interpellent ouvertement le monde politique. La pratique fondamentale des lobbies est une pratique éminemment discrète, pour ne pas dire secrète. Dans certains cas, elle est véritablement secrète. Il ne s'agit pas de susciter un débat public. Il y a juste l'exception, à ma connaissance, du forum nucléaire. Il s'agit d'utiliser un carnet d'adresses bien rempli. Il s'agit de travailler dans les coulisses, d'aller frapper, on l'a rappelé, à la porte des décideurs les mieux placés pour essayer d'emporter la décision avant même que le débat public se soit véritablement développé. Et de manière telle que certains décideurs aient déjà
fait leur choix ou se soit laissé impressionner. Il s'agit de concentrer son action sur un petit nombre d'individus très influents plutôt que de participer au jeu démocratique ouvert qui est celui de la délibération collective. Il s'agit de s'insérer dans des jeux de pouvoir en agissant directement sur le pouvoir. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai déjà été suffisamment long. Je ne crois pas à une vertu intrinsèque des lobbies, et en particulier des lobbies qui défendent des intérêts économiques. Je ne crois simplement pas qu'on puisse les délégitimer au nom de la nature générale de l'action qu'ils mènent. Ce sont des contributeurs du débat public et des experts à leur manière des sujets qu'ils abordent. Simplement, c'est peut-être du côté des pratiques effectives qu'ils emploient qu'ils se singularisent, et c'est là que l'on peut les délégitimer et éventuellement, pour certaines de ces pratiques, s'interroger sur leur caractère licite ou non. Je me permets d'ajouter un dernier mot. La tendance est assez nettement, me semble-t-il, depuis quelques années, à dire qu'on va pouvoir réguler le jeu des lobbies en mettant plus de transparence dans le système, en obligeant, par exemple, les lobbies à se déclarer auprès des institutions publiques, en obligeant des parlementaires à publier la liste des rendez-vous qu'ils accordent à différents types de lobbies. La transparence vaut mieux que l'opacité, mais ce système de déclaration et de transparence revient aussi à officialiser leur action, et donc d'une certaine manière à la légitimer. Je ne veux pas dire par là qu'il faut reculer devant cet effort de transparence, mais c'est une arme à double tranchant qui ne règle pas la question sur le fond. Merci à tous les quatre pour ce tableau-là bien dressé. Je pense qu'on a vraiment de la matière à débattre là. Donc je propose qu'on ouvre la parole à la salle. Je vous signale simplement que les débats cette année sont entièrement filmés. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, merci de vous manifester tout de suite en levant la main, par exemple. Et comme ça, l'équipe vous repère. Voilà. Ok, alors il y a deux collègues qui sont avec des micros sans fil, mais je vous propose peut-être de lever la main si vous voulez faire une intervention, et on va en prendre plusieurs à la fois et faire une réponse collective avec les intervenants qui sont là. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, peut-être des questions de compréhension, peut-être une demande d'approfondissement? Alors la première question est toujours difficile à arriver, donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième. Ah voilà la deuxième, merci. Dans le cadre des études scientifiques, je sais qu'il y a des principes, et je ne suis pas du tout dans le domaine, dans tout ce qui est publication scientifique, des principes de peer review, c'est-à-dire qu'avant de publier un papier, ce qu'on appelle un papier dans une revue importante, on l'a fait valider par d'autres. On n'a pas déjà parlé de ça? Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Est-ce que dans le cas des lobbies, et là c'est peut-être plus facile de se limiter donc au domaine scientifique, il ne peut pas y avoir un équivalent, c'est-à-dire que tout papier fourni par des lobbyistes, qui soient, ou ces spécialistes-là, qui soient nommés, ne peut pas être également soumis à ce genre de revue. Et donc les scientifiques qui feraient de la mauvaise science être sanctionnés par la suite. Juste pour être sûr d'avoir bien compris votre question, donc ce que vous dites, c'est que les lobbyistes devraient être, leurs études devraient être accréditées par des alter-ego, alors d'autres lobbyistes, par qui pourrait faire ce contrôle alors? De la même façon que c'est le cas pour des scientifiques qui publient des recherches, effectivement. Ouais. Donc ils doivent exposer leur méthode, les méthodes doivent être éprouvées, reconnues par d'autres. Alors il y a toujours le problème des chiffres, des sources, des résultats d'essais cliniques ou de choses comme ça, qui la plupart du temps sont ultra secrètes. C'est le cas dans l'industrie pharmaceutique, il me semble. Mais c'est la pratique, effectivement, et régulièrement on entend des éminents scientifiques qui se font descendre en flammes parce que leurs études étaient bidons, parce que leurs prétentions étaient fallacieuses, par leurs confrères. Et c'est un peu le job des donc confrères. passer au prisme, la pratique lobby, la passer au prisme de la méthode scientifique. Là au moins, pour ce qui est du domaine scientifique. Oui. Ouais. Alors après, on verra sur les questions éthiques, bioéthiques, voilà. Mais en effet, ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle? Oui, apparemment, là, monsieur. Oui, bonsoir, Dominique Wertz, ancien secrétaire général du CNCD
est actuellement engagé sur les transitions démocratiques dans les pays en sortie de crise. Voilà, je viens malheureusement d'arriver en retard, donc je n'ai pas eu le privilège de suivre les précédentes interventions. J'ai en tout cas suivi très bien l'intervention de M. de Corbitaire. Et donc, je ne peux malheureusement que lui adresser la parole puisque je n'ai pas entendu les autres. Et je faisais du lobby, justement, si je suis en retard, puisque j'étais au secrétariat ACP ici à Bruxelles, entre les ministres du commerce de l'Union européenne et des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, d'où mon retard. Moi, j'avais juste une petite question pour M. de Corbitaire. C'est, ayant été quand même aussi du côté des lobbies, alors malheureusement ou heureusement, pas du côté des lobbies économiques, mais je voulais voir un peu quel était votre sentiment sur la différence entre le plaidoyer politique, parce que nous, quand j'étais au CNCD et quand on a mené toutes les grandes campagnes pour la paix, contre la guerre, pour le commerce équitable, pour le travail décent, on faisait du plaidoyer politique et on avait même aussi presque les mêmes pratiques, avec beaucoup moins de moyens sans doute, mais en tout cas de moyens financiers, pas de moyens intellectuels, que les vrais lobbyistes économiques. Mais comment voyez-vous la différence entre la société civile ou les sociétés civiles en Europe qui font du plaidoyer politique et qui, elles aussi, parfois, adoptent les pratiques des lobbyistes économiques ou des lobbyistes du secteur, en tout cas privé, et du secteur marchand. Quel est un peu votre sentiment sur cette différence entre la société civile, le secteur non marchand, qui plaidoie et qui fait du vrai plaidoyer politique? On le voit avec Greenpeace, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a bien vu le résultat des élections communales ici en Belgique le week-end passé. L'urgence environnementale, l'urgence écologique est là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la différence entre l'action des organisations de la société civile qui font du plaidoyer politique et puis alors les vrais lobbyistes, comme vous avez très très bien développé pendant un quart d'heure, ceux qui s'occupent du secteur privé et marchand? Ça va, merci. Peut-être une troisième intervention, je ne sais pas pourquoi, ça va toujours mieux par trois. Madame ici, monsieur. Parfois je dis madame, monsieur, je me trompe, j'espère que je vexe personne, mais je pense que là j'ai bon. Merci. D'abord, je voulais vous remercier pour le débat. C'était très intéressant. Et je vais peut-être oser dire, en espérant ne pas me faire lyncher, que je suis, je ne sais pas ce qu'il faut dire, lobbyiste depuis plus de 20 ans, mais en essayant aussi d'avoir un regard critique sur la manière dont je travaille. Je travaille au niveau européen, donc je ne peux pas parler pour la Belgique, mais je crois que l'idée est de parler des pratiques de lobbying de manière générale. Il y aurait tellement à dire sur ce que vous avez dit, je me suis permis de prendre quelques notes. Je reviens sur l'opposition plaidoyer, lobbying. Pour moi, c'est une question de mots, mais pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas, en termes de sujets, est-ce qu'il y a des bons sujets à défendre, des mauvais sujets à défendre? Je reviens sur l'idée que c'est la pratique du métier, tout comme dans d'autres métiers, où vous avez des personnes qui se comportent correctement et d'autres qui ne se comportent pas correctement. Pour moi, lobbying ou plaidoyer, c'est la même chose. Enfin, c'est une question de mots. Mais, donc on oppose souvent les lobbies comme étant le secteur privé et les non-lobbies ou les bons lobbies comme étant les ONG ou autres. Je crois que ce sont simplement des... Le lobbying, pour moi, c'est convaincre. Et peut-être que c'est ça vraiment le plus vieux métier du monde, convaincre votre interlocuteur que votre point de vue est celui qui est à prendre en considération. Et ça, depuis que l'homme est homme, ça existe. Et je pense qu'on ne pourra pas le... Excusez-moi, je pense que vous avez plusieurs points à aborder. C'est ça ? Excusez-moi, je alors je vous demande juste d'essayer de les aborder mais plus pour vraiment, reprendre parce que par exemple les 10% que monsieur a mentionné pour les ordinateurs ou autre chose, c'est quelque chose, même en tant que lobbyiste, que je ne partage pas du tout.
ça fait partie des mauvaises pratiques, comme à une époque où on disait, pardon pour ceux qui le sont, mais on disait tous les agents immobiliers, par exemple, sont des escrocs, ou on peut le dire dans tous les métiers. Il ne s'agit pas de faire le procès de tel ou tel secteur, ou du secteur pharmaceutique, ou des chasseurs, ou je ne sais pas. Moi, je m'interroge sur le rôle aussi des politiques. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est d'écouter tous les points de vue. Donc, quand vous êtes un décideur politique, il me semble que vous devez ouvrir votre porte à tous les points de vue d'un extrême à l'autre et forger votre propre opinion, ce qui, je reconnais, est très difficile. Mais en effet, on l'a abordé, on pourrait aller un petit peu plus loin sur cette question-là. Il y a une question de personnes. Moi, il y a des sujets sur lesquels je n'aurais jamais pu travailler parce que ça ne correspond pas, entre guillemets, à des causes qui me correspondent. Si quelqu'un ou madame avait l'air de dire, je ne vous attaque pas du tout, hein, excusez-moi, tel que c'était présenté, c'était un bon lobby, madame a expliqué par rapport à d'autres, mais parce que c'est celui qu'elle défend et auquel elle croit aussi. Je voulais soulever ces aspects-là. Et il me semble que les politiques ont aussi leur rôle de travail et pas de, excusez-moi pour l'expression, je caricature, gober tout ce qui se dit, quel que soit l'intervenant. Et je voulais terminer sur le rôle des journalistes. Et je crois qu'il est très important qu'il puisse y avoir du journalisme d'investigation, parce qu'effectivement, les mauvaises pratiques, quel que soit le groupe de pression, doivent être dénoncées. Merci. Et très bien. Monsieur, encore ici. Et puis après, on va revenir au panel. Je pense qu'on aura le temps pour un deuxième tour de questions. Oui, en fait, ma question est la suivante. Au fond, par rapport à un problème de société, bon, que ce soit un problème économique ou un problème médical, bon, que des lobbies existent, ça me paraît normal, mais ce qu'on ne définit jamais, c'est, étant donné une question économique ou médicale, quels sont tous les acteurs concernés. Et donc, si on arrivait à définir les acteurs concernés, on pourrait dire, bon, si je prends un problème médical, au fond, les patients, il faudrait qu'ils soient représentés aussi, problème économique aussi. Donc, pour moi, le problème est complètement, comment dirais-je, déséquilibré dans la mesure où par rapport à un problème X, il n'y a qu'un lobby ou deux, et toutes les composantes ne sont pas représentées. Merci. Ce que je propose, c'est que vous preniez chacun à votre tour la parole et que vous répondiez aux questions qui vous inspirent, en essayant collectivement d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous refais un petit résumé. Il y a une intervention sur la méthode scientifique dans les lobbies, ou en tout cas au moins sur les matières scientifiques, la question de la revue par les pairs dans ce qui est produit par les lobbies. Il y a une question. Alors, il y a eu plusieurs interventions sur la différence entre plaidoyer politique et lobby, et à plusieurs niveaux. J'attire votre attention là-dessus, puisque est-ce que ce qui distingue, c'est la méthode? Est-ce que ce qui distingue, c'est le thème de travail? Est-ce que ce qui distingue, c'est si l'intérêt privé ou l'intérêt général? Voilà, c'était quand même des questions à plusieurs niveaux. Je ne sais pas si on répondra à toutes dans ce tour de table, mais voilà. Et une interpellation sur le rôle des politiques et sur, au fond, qui fassent leur travail, qui rejoint un petit peu la question de la consultation de tous les acteurs concernés, en effet. C'est un petit peu pour moi la même question. Et sur le rôle des journalistes, j'ai plus l'impression que c'était une invitation à plus de bon boulot, comme on a pu entendre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait une question vraiment derrière, mais il y aura peut-être quelque chose à en dire aussi. Voilà, alors on peut peut-être refaire le tour comme ça, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu, docteur. Bon, effectivement, j'ai pu donner l'impression, je voulais peut-être d'ailleurs donner volontairement l'impression d'un dossier, d'un exposé à charge. Bon, je l'assume entièrement, mais ça ne retire pas, évidemment, la véracité d'un dossier à décharge. Et je pense qu'effectivement, le médicament, les technologies, enfin, tout ce qui est prothétique a amené des progrès au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'espérance de vie, etc., absolument fabuleux, spécialement au XXe siècle. Bon, qu'il faut quand même relativiser. C'est-à-dire que
si la médecine, les soins sont nécessaires pour soigner les maladies, ce qui augmente l'état de santé d'une population, c'est tous les contextes socio-économiques, politiques, qu'on appelle les déterminants non médicaux de la santé. C'est bien pour ça que la sécurité sociale, il y a une gestion globale et que les soins de santé, c'est une partie. En gros, 25 milliards sur 130 milliards. Dans ces 25 milliards, je vous parlais tantôt des piliers de l'OMS, il y a différents domaines qui sont importants pour la meilleure manière d'utiliser ces 25 milliards. Les médicaments, c'est environ 4 milliards et demi, 5 milliards, on est à 18-19%. Bon. Les acteurs, alors les acteurs sont clairement identifiés. Il y a toute une série de procédures, commençant d'ailleurs à l'Europe, l'Agence européenne du médicament, quand elle reconnaît qu'un produit pharmaceutique issu de la recherche est utile, la Belgique l'assume. Certains médicaments ne sont pas examinés par l'Europe, alors c'est la Belgique. Il y a différentes étapes. On reconnaît que le dossier est recevable, on reconnaît que le médicament est utile, c'est un ministère. Puis on reconnaît que le médicament doit être remboursé, c'est un autre ministère. Et puis on fixe le prix, et ça c'est le ministère des Affaires économiques, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'enjeu de la santé, il y a l'enjeu de l'emploi, d'une firme qui resterait en Belgique ou qui la quitterait. Donc c'est extrêmement compliqué. Les patients interviennent au niveau de l'INAMI, les mutuelles, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe fermée, un budget de la santé par an, et une fois qu'on a les lignes directrices, tel médicament est utile, tel médicament doit être remboursé à plus ou moins tel prix, les mutuelles avec les médecins décident la meilleure façon d'affecter les montants disponibles. Donc ces circuits sont, à mon avis, d'ailleurs, assez bien construits. Le problème, et ça, au travers de différentes places que j'ai pu occuper au cours de ma vie professionnelle, j'observe donc effectivement c'est des influences effectivement insidieuses et qui ne répondaient pas toujours aux intérêts de la santé publique, mais plutôt à des intérêts économiques, se faisaient jour et ça entrechoquait parfois l'une l'autre. Alors ça, on a parlé de la science, ça met effectivement en question la science en tant que, je veux dire, peut-être superstructure de la science. C'est pas un bloc avec d'un côté la vérité, de l'autre côté le mensonge. C'est quand même plus compliqué que ça. Il y a des méthodes scientifiques. A priori, par exemple, une théorie est exacte tant qu'on n'a pas démontré qu'elle était fausse. Alors, effectivement, il y a les lobbyistes malhonnêtes, des plaidoyeurs. Effectivement, le terme n'a pas tellement d'importance. Je pense que c'est une minorité. Maintenant, le fait que ces fameux 10%, ça n'est plus explicité comme ça l'était avant, mais on considère encore aujourd'hui qu'au travers des visites des médecins par des visiteurs médicaux, les firmes dépensent en moyenne 10 000 $ par an et par médecin. En cadeaux divers, en sponsoring de séances d'information scientifique, mon département de médecine générale à l'ULB a fonctionné pendant des décennies uniquement avec l'argent de l'industrie pharmaceutique parce que la faculté estimait que la médecine générale n'était pas vraiment une spécialité, que ce n'était pas une spécialité à part entière. Et donc, notre secrétaire mi-temps, les cours, les formations continues étaient organisés. Le retour, évidemment, si je peux dire sur investissement, c'est qu'un délégué de l'industrie commençait la séance de formation en faisant un petit exposé sur une molécule. Alors, beaucoup de molécules sont vraiment de très très grande utilité publique. Le problème, c'est le prix qu'on demande, comme je disais, qui n'a plus rien, et ça c'est nouveau, qui n'a plus rien à voir avec son utilité scientifique, ni avec le prix de la recherche pour le développer. Donc c'est le prix et les indications. Alors là, effectivement, la science n'étant pas absolue, il y a moyen d'orienter certaines conclusions, certains résultats de recherche. Et c'est là, je pense, qu'interviennent ces fameux conflits d'intérêts qui, en l'occurrence en médecine, sont quelque chose qui est majeur. Ça occupe une importance de plus en plus grande. Il y a des milliers de publications sur le conflit d'intérêts. Et vous parliez des grandes revues. J'en ai un petit peu parlé. Vous disiez, vous n'étiez pas encore arrivé, mais j'en ai un tout petit peu parlé, un tout petit peu esquissé le sujet. Même dans les comités de rédaction des grandes revues scientifiques, avec
les relectures par des peer review, quand on analyse par exemple, quelles sont les actions détenues par ces grandes personnalités scientifiques, quels sont les liens qu'ils ont directement ou indirectement avec certaines firmes, on se rend compte qu'il y a quand même une orientation vers des indications non reconnues, vers des prix surfaits, et finalement vers une déviation, une déviance peut-être de la prescription dans des directions qui ne répondent pas vraiment à ce qu'on pourrait espérer. Donc il y a tout un système a priori vertueux et qui est là pour bloquer les influences négatives et pour garantir que les décisions prises soient les bonnes décisions, mais il y a parallèlement toute une série de mécanismes connus ou moins connus qui sont là pour finalement mettre un pied dans la porte et finalement orienter la décision. Donc de nouveau, je voudrais pas du tout que vous repartiez avec le message le docteur a dit que les médicaments ne servent à rien. Ce n'est pas du tout ça le sens de mon intervention, mais pour montrer que même dans ce domaine qui a trait quand même à la souffrance, à la maladie, à la mort, eh bien là aussi, des intérêts économiques deviennent prépondérants par rapport à des intérêts de santé publique. Et là, je pense quand même, je ne ferai pas une différence en disant c'est vertueux, ça ne l'est pas, entre du lobbying à visée commerciale et du lobbying pour défendre certaines valeurs, certains principes. Effectivement, j'ai été président pendant 5 ans de Médecins du Monde, on fait beaucoup, et d'ailleurs certains de mes collègues disent on fait du lobbying, moi je dis non, on fait du plaidoyer. Je me rends bien compte maintenant qu'effectivement la confusion est tout à fait là, mais on est passé finalement du témoignage au plaidoyer. Le témoignage, c'est dire ce qu'on a vu. Bon, Médecins du Monde a vu qu'il y avait des mutilations génitales, qu'il y avait de la violence, qu'il y avait de la... Voilà, ça c'est simplement dire, voilà ce que j'ai vu. Le plaidoyer, c'est essayer que, en dénonçant ce qu'on a vu, c'est d'essayer de construire un discours alternatif pour que les choses puissent changer. Donc c'est effectivement orienter la décision. Alors la différence, c'est que dans un cas, quand c'est dans le secteur marchand, commercial, il y a des intérêts économiques sous-jacents qui, je pense, sont quand même plus importants, malheureusement, que des intérêts liés à des valeurs, à l'idéologie, pour faire changer les choses dans certaines directions. Voilà. Merci. Olivier ? Moi, je vais retaper du coup un petit coup sur les médicaments en fin d'intervention. Moi, je voudrais réagir peut-être à la manière dont on organise les lobbies, puisque oui, c'est légitime évidemment qu'il y ait des prises de parole, et à entendre M. de Corbitter, c'est comme si on avait une prise en compte de toute une série d'intérêts particuliers, et si ces intérêts étaient portés vers un intérêt général, on allait avoir une forme de somme... une forme de symphonie qui allait s'installer, si ce n'est qu'il y en a certains qui jouent avec un triangle et d'autres avec des grosses caisses. Et la logique des lobbies, c'est de renforcer les grosses caisses, en fait. Enfin, de lobbies, à un moment donné, qui sont particuliers, qui sont économiques, c'est qu'ils travaillent sur des secteurs très particuliers, très étroits. Et la logique, c'est pas d'être un contre-pouvoir, c'est un renforcement de pouvoir, à un moment donné, un renforcement des inégalités. Et alors, 2 exemples. Alors, un exemple concernant la chasse et les sangliers. On a Éric Dombe de Péridesa qui veut à un moment donné faire sur 1500 hectares un espace qu'on avait appelé au début Nassonia, et c'était une manière de faire une nouvelle gestion intégrée de la forêt, plus nature, plus libérée, ainsi de suite. On juge le projet comme on veut. C'est-à-dire c'est bien, c'est mal. J'ai entendu des critiques de part et d'autre, et pas forcément que des chasseurs. La seule question, c'est qu'au moment... Alors, on a à un moment donné un point d'urgence, et à la table de concertation, on se retrouve avec le ministre Collin, les membres du cabinet de M. Collin, de l'administration, le département Nature et Forêt et le Royal Saint-Hubert Club. Et donc, évidemment que la discussion est biaisée. Pourquoi les naturalistes ne sont pas là? Pourquoi les pêcheurs ne sont pas là? Pourquoi les touristes ne sont pas là? Ça va complètement modifier, évidemment, en fonction des personnes que l'on a autour de la table. La discussion va évoluer différemment. Et donc, je crois qu'en effet, la manière dont on organise ces lobbies qui sont légitimes et la manière dont on clarifie et qu'on rend transparent à un moment donné des logiques de pression, et même par rapport à des intérêts privés, pourquoi pas, est vraiment crucial. Mais alors, c'est pour ça que je voudrais revenir sur la question des médicaments. Je parle quand même sous votre contrôle, donc soyez pas trop dur, mais moi je pense que le plan d'avenir que Maggie Debloc a signé avec les entreprises pharmaceutiques en 2015, c'est un plan donc, qui avoisine
un budget, donc, si je ne me trompe, qui couvre environ 4 milliards, sur lequel des économies étaient réalisées sur tous les médicaments qui sortaient hors brevet, et notamment les génériques. Et donc, on allait avoir des économies qui étaient des économies très importantes sur ce secteur, qu'on pouvait chiffrer en centaines de millions. Et on a, en tout cas, moi, c'est le regard extérieur que j'ai eu en lisant et puis en discutant avec ce plan. C'est comme si les entreprises pharmaceutiques avaient droit à ces 4 milliards et qu'en économisant 6 à 700 millions autour des médicaments génériques et du off-patent, ils pouvaient le réinvestir dans les médicaments innovants. Mais je n'ai pas vu de discours de société à un moment donné en disant on récupère 600 millions sur des médicaments par le biais du système générique et d'autres, et qu'est-ce que l'on fait de ces 600 millions? Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas de les mettre dans les médicaments innovants? Comment? Sous quelle forme de contrôle? Vous avez parlé des articles 80, qui est un système d'une opacité absolue, totale, sur la manière dont les prix sont négociés par rapport aux médicaments innovants. Et donc, est-ce qu'on a eu un débat de société avec justement autour de la table l'INAMI, des représentants des patients, des représentants des praticiens, à un moment donné des universitaires qui peuvent poser le débat et dire qu'est-ce que l'on fait de ces 600 millions? Alors, je ne pense pas que ce débat ait eu lieu. Je pense que ça a été géré par une corporation et par les représentants de cette corporation qui sont pharma.be et qu'à un moment donné, c'est resté. On a considéré que les entreprises pharmaceutiques, qui est quand même la sidérurgie du 21e siècle pour la Belgique, hein, c'est 30 000 emplois. Je peux vous assurer que le volet économique est largement pris en compte quand on commence à discuter avec les entreprises pharmaceutiques. Et quand on fait les 50 ans de pharma.be, ce n'est pas la ministre de la Santé qui est là, hein, c'est le ministre de l'Économie qui est avant tout présent. Et donc, je pense que par rapport à la manière dont on organise les débats démocratiques, que l'on rend transparent la discussion et que l'on prend en compte les intérêts, on va avoir des uns et des autres, on va avoir des intérêts différents. Et donc justement, moi j'en reviens quand même, en effet vous faites bien d'insister à la fois sur le rôle des journalistes, où je vous rejoins tout à fait, mais également sur le rôle du politique. C'est tout de même à lui, pour finir, qu'il y ait des pressions, c'est tout à fait normal. La question, c'est à quel point ils sont perméables à ces questions. Et là, on est en droit de demander des comptes. Merci Olivier. Sylvie, alors je te passe la parole. Oui, alors l'idée de dire que le plaidoyer a comme objectif de convaincre, je pense que c'est un peu court. Au fond, quand on met à jour un phénomène de société avec lequel on a des difficultés, parce que la population nous renvoie les difficultés, les professionnels, enfin je ne vais pas refaire la façon dont on travaille par rapport à ces problèmes, et particulièrement dans les problèmes éthiques, au fond, on assiste à une prise de pouvoir. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de défendre l'état de droit. Donc, ce n'est pas de convaincre que nous avons raison. Sur le plan de la laïcité, je l'ai dit, c'est de faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans un cadre qui est légal. Donc, par exemple, sur la question de l'IVG, les personnes qui ne veulent pas recourir à l'IVG ne sont évidemment pas obligées d'y recourir, mais que celles qui le souhaitent puissent le faire. Et donc cette question de la liberté, c'est vraiment très important. Et c'est important parce que ça nous met des balises au fond. Et la question, j'apprécie beaucoup cette remarque de M. de Corbiter sur la faculté de modifier sa position. Et au fond, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on négocie, bon, évidemment, on part toujours d'une hypothèse, et puis on la négocie avec le terrain, mais puis après, on va la négocier aussi avec le politique. Et je dirais que c'est pareil pour le féminisme, puisque j'ai ces deux casquettes-là, c'est que les positions qu'on défend, elles sont d'abord portées par 67 associations, donc qui viennent de toutes sortes de tendances différentes. Donc ça suppose quand même déjà un vrai travail de conviction à l'interne de la nécessité de porter cette position. Mais c'est surtout aussi pour corriger les effets d'une histoire qui a été et qui reste majoritairement structurée par la domination des hommes sur les femmes. Donc je veux dire ça, nous on ne l'a pas inventé, c'est comme ça, c'est un constat. Donc il faut bien à un moment donné, si on est convaincu que l'état de droit, c'est l'article 10 de la Constitution,
peut-être que c'est le 11 maintenant, vous pourrez me corriger, qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut bien qu'on essaie de faire passer le message partout où là on estime qu'il y a des inégalités. Et je vais revenir sur la question justement des experts et des universitaires. Parce que dans le débat sur l'IVG, comme dans celui sur la reconnaissance des fœtus, il y a eu des auditions au Parlement d'experts. Alors déjà, quand il y a des auditions d'experts, c'est la bataille. Hein. Chaque parti veut ses experts. Moi, je veux un expert de la KU Leuven. Moi, je veux un expert de l'ULB. Et donc, il y a déjà toute une discussion sur ce qu'on appelle en Belgique l'équilibre convictionnel. Donc, ça, vous avez bien expliqué de quoi il s'agit. Donc, et les partis, la grande différence entre avant 2014 et maintenant, c'est que maintenant, le parti le plus fort de la NVA dit « Nous, on est les plus forts, on veut plus d'experts ». Bon, ça, c'était complètement ahurissant, mais bon, finalement, on est arrivé à avoir 28 experts qui sont venus en commission de la justice pour parler de l'IVG. Sur 28 experts, il y en avait un qui est arrivé en disant « En fait, je n'y connais rien, mais une femme m'a dit il y a 40 ans qu'elle souffrait beaucoup d'un avortement qu'elle avait eu, mais je suis là en tant qu'éthicien et mon avis, c'est que… » Bon, celui-là, forcément, on n'a pas vraiment tenu compte de son avis, mais les autres universitaires, d'où qu'ils viennent, n'étaient pas là pour défendre leur opinion. Ce sont des personnes qui ont une réputation, qui ont une institution à laquelle ils sont attachés, et qu'ils viennent de la KU Leuven ou d'ailleurs, ils sont tous prononcés pour une amélioration des conditions. Effectivement, ils ont reconnu qu'il y avait des choses à faire et que pour que chacun s'y retrouve, il fallait telle et telle modification. Mais ces experts, une fois qu'ils ont été renvoyés chez eux, les discussions ont continué, les négociations ont continué entre les partis politiques et on n'a tenu aucun compte de ce qui a été dit. Aucun. Donc la loi a été votée il y a 15 jours, il n'y a rien dedans qui fait référence à ce que les experts ont dit. Et je terminerai en disant que ce n'est pas seulement avec les experts qu'on discute. Sur l'autre volet, le dossier fœtus, avec ma prédécessrice au Conseil des femmes, nous avons rencontré les deux députés, une CDNV, une NVA, avec leur proposition de loi, en disant, écoutez, voilà, nous, on vient vers vous, il faut que les femmes s'y retrouvent. Vous êtes deux femmes, nous sommes deux femmes, on n'a pas les mêmes opinions, mais on doit co-construire un texte dans lequel on va pouvoir aider les femmes. C'est-à-dire, l'objectif de ce texte, c'est humaniser le deuil en cas de fausse couche, d'accord ? Le problème, et là je rejoins, et je vais terminer là-dessus sur la question de la bonne foi, c'est que ce texte ne vise pas du tout à humaniser le deuil, parce qu'il n'y a pas de mesures accompagnatrices, il n'y a pas de budget pour aider les équipes médicales, il n'y a pas de formation des équipes soignantes quand ça se passe dans un petit hôpital, etc. Non, l'objectif, c'était d'humaniser le fœtus. Et donc la discussion, c'est close sur vraiment une violence de parole, parce qu'à chaque argument qu'elle nous avançait, on avait un argument qui faisait un bout du chemin pour essayer de trouver au fond un consensus, que au fond leur vision soit prise en compte, c'est-à-dire l'objectif avancé, pas l'objectif caché, et on est arrivé à rien du tout. Et donc je pense que c'est vraiment important de différencier pour moi le lobby avec des intérêts particuliers, qu'ils soient marchands ou idéologiques, et un travail de plaidoyer qui renvoie finalement aux fondamentaux de notre état de droit, c'est-à-dire l'égalité de traitement, la liberté de décider, l'autonomisation, l'émancipation, qui sont quand même des valeurs, je pense, qui sont le socle de la démocratie. Merci Sylvie. Alors, Vincent de Corbiter, je peux déjà vous dire que vous aurez le mot de la fin, en tout cas avant que je le reprenne, parce que ça, c'est quand même toujours moi. Mais pour quelques informations pratiques, bien sûr, comme il y a un débat qui suit à 20h30, on ne pourra pas prolonger. Donc, je vous laisse la parole sur ces questions. On ne fera pas de deuxième tour. Mais d'accord, je vais essayer d'être bref et d'évoquer différents aspects. Mais 5 minutes, hein, c'est juste pas dépasser les 5 minutes. Je vais essayer d'évoquer différents aspects. D'abord, en vous écoutant, il me venait à l'esprit qu'une différence entre lobby économique et un lobby idéologique, c'est que le lobby idéologique se repère beaucoup plus facilement. Il tient un discours dont on peut assez facilement cerner les soubassements, les valeurs implicites, voire le projet qui est ouvertement affiché. Alors, dans un certain nombre de cas, c'est crypté. On connaît un certain nombre de lobbies dans le domaine bioéthique qui se présentent comme de simples centres d'études juridiques, mais
même quelqu'un comme moi qui ne suis pas très ferré, il suffit d'1 ou 2 minutes de lecture, on a bien compris que l'argumentation juridique est univoquement destinée à soutenir tel ou tel type de position éthique ou religieuse, légitime, pas légitime, ça dépend de l'avis du lecteur, mais c'est très facile à repérer. Si un lobby économique essaie de faire une démonstration quant au fait qu'il y a telle et telle conséquence positive à attendre de telle décision, telle retombée en termes d'emploi, un nombre X d'emplois à sauvegarder, etc., on sait à qui on a affaire. Par contre, c'est très difficile pour un décideur politique de repérer le moment où on passe d'un certain nombre de chiffres avérés, apparemment bien construits, à d'éventuelles contre-vérités, des exagérations, des hypothèses plus ou moins fantaisistes. Je ne pense pas que l'exercice soit le même. Autre remarque, on a évoqué, on a posé la question de soumettre, si c'était possible, des productions scientifiques de lobby à une sorte de peer review. Le problème est qu'un scientifique a besoin pour sa carrière universitaire de se faire publier dans des revues prestigieuses qui sont dirigées par des scientifiques éminents et qui mettent leur griffe en quelque sorte pour attester la qualité de telles publications. Je ne pense pas qu'un lobby économique qui emploierait une science ou une pseudo-science pour essayer d'emporter une décision politique va se préoccuper de se faire publier. Il va se publier, il va construire son plaidoyer, sa démonstration, et il va l'envoyer d'autorité, d'initiative à tous les décideurs politiques qu'il souhaite toucher. Et donc, je ne vois pas très bien comment ce type de production pourrait être soumise de force à un débat contradictoire, sauf dans le chef de représentants politiques qui déciderait de demander une sorte de contre-expertise. Mais le mécanisme n'est pas le même que celui d'un scientifique qui a besoin d'une approbation par les pairs pour obtenir le bénéfice symbolique et professionnel de sa production. Par ailleurs, je n'ai évidemment pas voulu, sur le fond et ultimement, tracer une frontière nette entre guillemets, bon lobby et mauvais lobby. J'ai commencé par dire que précisément la frontière était loin d'être évidente à tracer. J'ai simplement, je l'assume volontiers dans la dernière partie de mon exposé, caractérisé ce qui me semble être les mauvaises pratiques de lobby économique vouées à des intérêts qui ne sont pas généraux. Cela dit, certaines de ces mauvaises pratiques, et c'est pour ça que je tiens à ce critère de la pratique, peuvent être partagées par des lobbies sociétaux, idéologiques, porteurs de projets de société parfaitement légitimes, mais qui utilisent parfois des méthodes qui, moi, me posent question. Quand j'apprends que tel ou tel collègue ont entièrement rédigé telle proposition de loi à la demande d'un groupe de pression favorable à l'élargissement des droits d'une minorité sexuelle, de prime abord, ça me choque. Ça me choque que des professeurs d'université jouent le rôle du législateur et aussi tentent de clore en quelque sorte le travail d'élaboration de la loi avant qu'il soit engagé. Avec une différence, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont payées pour cela, alors que des lobbyistes professionnels peuvent être payés pour produire le discours qu'on leur demande. C'est quand même une logique très différente. Ce sont ici, pour ce que j'en sais, des personnes qui ont en engagement personnel une affinité avec une cause et qui mettent leur intelligence au service de cette cause, par choix personnel, et qui ne la mettraient pas au service de n'importe laquelle. Ce qui n'enlève pas, j'entends tout à fait votre remarque, le fait que des lobbyistes professionnels peuvent être plus ou moins éthiques et rigoureux selon les cas, comme les avocats peuvent être plus ou moins éthiques et rigoureux selon les cas. On distingue assez bien ceux qui sont prêts à défendre n'importe quel type de criminel ou de prévenu, mais en utilisant de bonnes méthodes, et puis ceux qui sont prêts à défendre n'importe qui et n'importe comment. Mais donc la question de la pratique se pose aussi pour des lobbies qui sont des défenseurs de causes parfaitement légitimes, mais qui peuvent utiliser des méthodes qui ne sont pas toujours peut-être les plus transparentes ou idéales. Sur la question de la différence entre un plaidoyer d'un lobby professionnel, défenseur d'intérêts économiques, et un mémorandum d'une association de la société civile, il y a quand même la différence que je viens d'évoquer. Ce n'est pas le même geste d'être le représentant professionnel payé pour produire un certain type de discours au profit d'un tiers que d'être une association qui, à travers l'effort interne de ses membres et de ses cadres, déploie le plaidoyer qui traduit la volonté, la conviction, le système de valeurs de cette association. Le geste personnel et intellectuel n'est pas de même nature et la dynamique de la production du texte n'est pas
la même. Il peut y avoir quelque chose, me semble-t-il, sans idéaliser la dynamique associative, de plus ouvert, de plus contradictoire, de plus collectif dans la production d'un mémorandum que dans la production d'un plaidoyer pro domo pour un secteur économique qui a besoin d'avoir les meilleurs arguments à sa disposition et qui demanderait à un cabinet spécialisé de l'aider à les mettre en forme. Et le destin de ce genre de texte, j'y reviens rapidement, n'est pas le même. Le tissu associatif, le monde syndical, les ONG lancent régulièrement leurs bouteilles à la mer à l'opinion publique, aux médias, organisent des délibérations contradictoires, des discussions publiques. À ma connaissance, ce n'est pas le travail ordinaire des cabinets de lobbying qui vont frapper directement aux portes les plus décisives pour essayer d'avoir gain de cause de la manière la plus brève et la plus efficace possible. Donc les processus ne me semblent pas identiques. Et puis, dernière remarque, je n'avais pas pensé à la métaphore de la symphonie à propos de Rousseau. Vous avez très bien traduit ce que je voulais dire. Effectivement, il y a une version idéale qui est de dire la contribution de tous les solistes à la mélodie globale qui est celle de l'intérêt général. Et de fait, je trouve la métaphore de la grosse caisse et du triangle tout à fait juste. Je m'apprêtais à dire, dans d'autres termes, que les firmes les plus importantes n'ont pas besoin de lobby ou de lobbyistes. Elles ont la possibilité d'accéder au chef d'État dans la seconde dès qu'elles font savoir qu'elles demandent une entrevue. Vous imaginez bien que Google et Amazon n'ont pas besoin de passer par des intermédiaires pour se faire entendre. Et c'est la même chose à l'échelle belge quand on est un secteur économique ou une firme importante. Et ce sont en effet les secteurs déjà les plus puissants qui ont le plus de capacité d'influence. Je lisais dernièrement dans un livre d'économie qui vient de sortir 700 lobbyistes pour le secteur de la finance autour de la Commission européenne. Il y en a certainement moins pour des secteurs économiques de moindre importance et le personnel professionnel, le salarié, du monde du travail en général à travers les syndicats qui pourtant en Belgique ne sont pas des petites institutions. Je ne suis pas certain qu'on arrive à 700 producteurs de connaissances et de discours, tous syndicats confondus. Donc il y a là, dans la construction d'un processus démocratique, des différences de fait qui sont aussi des différences d'impact politique. Merci. Merci et merci pour cette... Pour ce tableau final, on va essayer de prolonger cette question de la symphonie. Là, moi, je voyais plutôt le premier violon, moi, lobbyiste, mais bon, on peut en discuter. Merci d'être venu. Merci aux partenaires de ce soir, Médor. Je vous informe que les derniers numéros est à disposition là dans le couloir en sortant. Je vous informe aussi qu'on va sortir de la salle assez promptement car il y a un débat qui suit dans une demi-heure et que les techniciens, qu'on remercie d'ailleurs toujours de nous permettre d'être ici, ont besoin de faire un changement de décor car oui, nous changeons de décor à chaque débat et je vous invite à venir le constater par vous-même dans une demi-heure. Merci aux intervenants, bien évidemment. À bientôt.